Et salut tout le monde, bienvenue à tous dans MMA Club, c'est Nico, c'est dimanche matin, on a dormi 2 heures, mais on ne regrette pas du tout parce qu'on a vu l'UFC 273, c'était une tuerie. Bon, pas tout, mais il y avait quand même quelques bangers, c'était une bonne soirée dans l'ensemble. J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai vraiment kiffé, j'ai pas du tout regretté d'avoir mis le réveil. Donc voilà, allez c'est parti. On va parler tout de suite de Khamzat Chimaev versus Gilbert Burns. Quand on a ce truc à l'intérieur, ce stress, cette adrénaline en attendant et en regardant un combat, c'est juste la passion, c'est l'amour de ce truc quoi qui parle. Et Burns Chimaev a réussi à réunir tous ces ingrédients, la folie, la passion, la générosité et le respect surtout. Il y a tout eu, il y a tout eu. Donc je suis content qu'il n'y ait pas eu de finish, tellement les deux méritent de ne pas finir en highlight. Les game plans sont restés au vestiaire, bon pas tout le combat, mais quand même une grosse partie du combat. Voilà, l'idée c'était quand même de rendre au public le niveau de show et de ferveur et d'attente, et la mission est accomplie. Donc le 5 game plan de Chimaev, c'était de s'autoriser des amener au sol, mais de se relever au cas où Burns tente de garder la main sur le JJB. Voilà, on vit le MMA pour ce genre de combat, hein. Ça arrive qu'une fois par an, voire plus. On est sur un niveau de guerre à la Diaz-McGregor. Après un combat comme ça, la timeline du MMA n'est plus la même. Il y a un avant et un après. On parlera de ce combat comme quelque chose d'assez anthologique. Ça, j'en suis certain. Donc l'avant-combat, c'est l'incertitude hein, sur ce que vaut vraiment Chimaev à ce niveau-là, sur son adversité face à quelqu'un qui résiste à la pression, à son charisme, j'ai envie de dire, de l'avant-combat. Et puis on a Burns qui voulait pas voir une icône du MMA moderne se faire écraser, comme si tout ce qu'il avait fait avant c'était rien, comme si ça allait être balayé d'un coup de main comme ça. Donc c'est cool parce que ça s'est pas passé comme ça, il y a une grosse adversité. Aujourd'hui on sait plusieurs choses. Déjà on sait que Chimaev dans son jeu n'a aucune limite, grâce à sa confiance et tous ses aspects martiaux, il s'en fout de rester debout 20 minutes alors qu'il peut gérer au sol. Et il s'en fout de gérer au sol alors qu'il peut rester debout. Il fait vraiment ce qu'il a envie au feeling. D'ailleurs, il s'est fait engueuler par son corner dans le deuxième parce qu'il n'écoutait pas les consignes. Ensuite, on a vu qu'il encaissait bien. Alors, on a vu qu'il avait aussi pris un flash KO qui s'est fait déséquilibrer et qu'il n'était pas si imperméable que ça. Je pense que c'est dû à sa nouvelle garde un peu plus Muay Thai qu'à l'accoutumée. Il avait une palette de leg kick qui allait avec, qui était efficace, mais encore un petit peu maladroit. Je pense que c'est l'effet Darren Till et puis l'effet aussi Tiger Muay Thai en Thaïlande. Donc voilà, on a vu l'étendue de son talent, mais on a vu aussi quelques limites. On a vu que la boxe défensive est quasi inexistante, si ce n'est se recroqueviller sur les poings sur le visage. Il a tenté un takedown au bout de 8 secondes environ. Donc je sais pas, l'idée c'était sûrement de cramer rapidement Gilbert Burns. Voilà, il réussit le jab gagnant au premier round qui envoie Burns au tapis. Le ground and pound est efficace, donc il prend le premier round et là on parle encore de game plan. Ensuite on part au deuxième round. Donc là l'échange de parpaings a lieu à 3 minutes 30 à peu près et c'est là qu'on voit que les game plans se barrent au vestiaire. C'est là, c'est à qui restera debout le plus longtemps possible. C'est une guerre d'ego, c'est une guerre virile, donc c'est à la fois beau et c'est un peu bizarre. Parce qu'on est à l'UFC et voir une guerre sans retenue, sans défense, c'est un peu chelou. Mais voilà, on dit merci pour le spectacle. Donc ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de la technique, de la défense de boxe? Là, c'est complètement le chaos. Mais bon, ça fait du bien de vibrer et de se laisser aller. Alors voilà, moi je dis let's go. Ils se rendent coup pour coup. Le deuxième round est tellement disputé, tellement violent. C'est dur de donner un score, mais quand même, je pense que c'est Chimaev qui est devant. Quand même, il frappe avec des frappes signifiantes un peu plus, on va dire, signifiantes tout simplement. Un peu plus percutant, un peu plus forte aussi, ça rentre dedans. Burns n'est pas dans le rouge, mais on sent qu'il est un peu sur le pilotage automatique. On sent que c'est le cœur qui le guide plus que la stratégie. Hein. On voit qu'il est marqué quand même, il est quand même atteint physiquement.
Mentalement, ça tient, mais c'est pas loin de craquer. Donc c'est là que Chimaev se fait incendier par son corner. Je pense que ça va parler lucidité et game plan dans les prochaines semaines. Parce qu'on a senti quand même par moments des petits manques de lucidité, des petits manques de concentration dans le combat. Au troisième round, on voit un Gilbert Burns qui est pas loin de craquer quand même. On sent que Chimaev s'applique un peu plus dans les consignes. Donc là, il a écouté son corner. Les deux vont s'appliquer à bien finir le combat. Il y a du sang, du respect et un beau vainqueur quand même. Donc Chimaev n'a pas volé la décision. Au contraire, il a fait du bon boulot. Il aurait pu appliquer quelque chose de moins dangereux. Peut-être qu'il avait besoin d'un combat référence, il avait peut-être besoin de sentir son vrai niveau face à de l'adversité, face au numéro 2. Il avait peut-être beaucoup plus de choses à prouver qu'il ne laissait présager ou qu'il ne montrait en conférence de presse. Donc je pense que son combat référence, il l'a. Je pense qu'on va avoir beaucoup maintenant d'éléments de réponse, on va avoir beaucoup de stats, on va avoir beaucoup de choses à mettre sur la table. On a vu qu'il y avait un gros cardio, mais on a vu qu'il était humain aussi, on a vu que ce à quoi on aurait pu s'attendre, surtout qu'il était capable de sortir de son combat quelques minutes, ça m'a un petit peu, pas effrayé, mais comment dire, ça m'a fait penser qu'il était plus humain, que voilà, c'est pas une machine quoi. Quand quelqu'un sort comme ça un petit peu de son combat et joue un petit peu à, excusez-moi, mais qui joue un petit peu à qui est-ce qui a la plus longue, on est sur des valeurs terre à terre, quoi. On est sur quelque chose de très viril, très masculin. Il y a les égos qui prennent le dessus. Donc ça s'engage, ça se perd un peu dans quelque chose qui le met en danger. Et donc voilà, ça fait ressortir le côté humain. Et je pense que ça a profité à Burns à ce moment-là. Pour le moral, surtout en tout cas. Moi, à la fin, j'ai noté aussi qu'il avait pris une sacrée dose d'humilité. Voilà, on l'a senti fatigué, donc son visage était très marqué quand même. Humainement un petit peu désorienté ou un petit peu touché quand même. Peut-être qu'il est tellement fou qu'il ne s'attendait pas du tout à ce niveau-là d'adversité, il ne s'attendait pas à cette guerre. Peut-être qu'il a eu trop de respect jusque-là et que Burns lui a rendu un niveau de dureté qu'il exige de lui-même. Alors peut-être que du coup il a transformé tout ça en respect lui-même, il s'est retrouvé dans le rôle du chassé par moment. Un rôle qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir d'habitude. Donc je pense que ça lui a fait du bien en fait, pour lui tout simplement. Voilà, bon, sa détermination, il n'y a rien à dire. Il a toujours été de l'avant. Il a généralement tenu la gestion de l'octogone. Il y a beaucoup de choses un peu décousues comme ça qu'on peut mettre sur la table. Moi, je pense que prochainement, on reviendra sur sa garde au premier round qui est très très Muay Thai, main ouverte. Jambe d'appui, jambe avant qui rebondit comme ça. Il est très 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 Muay Thai et j'étais pas spécialement habitué à le voir comme ça. J'étais plutôt habitué à le voir en semi-lutteur, semi-boxeur, avancer droit vers l'adversaire sans trop se poser de questions, menton relevé. Là, il avait vraiment le menton rentré, donc il a pris beaucoup de coups. Voilà, je m'attendais pas à le voir garde ouverte comme ça. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'il va garder forcément dans le futur. Je sais pas si ça lui a porté chance ou préjudice contre un adversaire aussi bon. Concernant l'avenir, j'ai entendu donc Dana White parler de Covington pour Chimaev. Moi, j'ai eu aussi envie d'une revanche immédiate. Dans mon cœur, il y a eu un petit truc. Je me suis dit, putain, mais il faut faire une revanche immédiate. Les deux me vont, en fait. Je me dis que si Chimaev aborde la demi-finale contre Covington avec un game plan aussi décousu, j'ai peur qu'il prenne tarif, pour la simple raison que Covington ne sort pas de son combat. Il est très intelligent et c'est lui qui vous fait sortir de son combat. Alors déjà que les deux sont forts pour l'avant-fight, là ça va être vraiment, on aura sûrement une conférence de presse la plus lunaire qu'on ait jamais vue, quoi. Imaginez, l'autre il va être là, smash people, kill you. Et Covington, il va parler mal des Suédois, des Tchétchènes, il y aura vraiment des caramels à toutes les lucarnes. Moi, j'aurais pas été choqué d'une revanche immédiate, vraiment. Mais je valide Covington aussi, il n'y a pas de problème. Je pense que ça se fera pas tout de suite parce que Covington, il sort quand même d'un gros combat. Mais oui, peut-être dans 6 mois, ça pourrait être quelque chose de chaud. Après, il y a Gilbert Burns. Du coup, je milite un peu pour une revanche parce que j'ai peur qu'il sorte des radars. Et je trouve qu'il mérite mieux. Alors j'espère qu'ils vont lui booker un match-up, on va dire, abordable. Peut-être Luque ou Muhammad, je sais pas. Je sais que Kamaru Usman, normalement, il prend Edwards. Donc ne rêvons pas trop vite de voir Chimaev en title shot. Quoi qu'il en soit,
Ce combat, c'était vraiment, moi, je sais pas, il y a trop de mots et il n'y a pas les mots en fait. Seulement, c'était de la magie, quoi. C'était du MMA, c'était magique. Voilà, c'était magique. C'était incroyable. On va passer au co-main event. On va parler de Petr Yan contre Aljamain Sterling. Alors là-dessus, c'est compliqué parce que il y a personne qui est d'accord. Donc, pour moi, c'était dur de me remettre dans l'event après cette avalanche d'émotions que j'ai prise avec Chimaev et Gilbert Burns. C'était très dur de me remettre dedans. Pour ce combat, je n'ai aucun affect. On va dire que je suis objectif, j'ai pas d'émotion, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc il n'y a rien qui m'a choqué en fait dans la décision des juges. Je vois une égalité dans le premier round. Je vois Sterling qui maîtrise durant le deuxième. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ça. Et évidemment, je comprends. On peut pas. De toute façon, quand il y a des trucs comme ça, on se dit toujours, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est ceux qui ont un affect en fait, en gros, avec le combattant qui a perdu, quoi. Évidemment. Ça m'est arrivé moi aussi avec Robert Whittaker. Et du coup, je comprends très bien que les gens qui ont un affect avec Yan et qui le kiffent, ils vivent ça pleinement à l'intérieur, surtout qu'on est des passionnés, on fait pas semblant. Donc je le comprends, mais moi objectivement, je vois un premier round un peu stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de dominant, ni de dominé. Je vois Sterling qui tourne en rond, Yan qui le chasse, mais franchement, c'est quoi? C'est 2 coups de pied dans le ventre, un jab, enfin, je vois pas un truc de fou, quoi. Et dans le deuxième round, voilà, Sterling a fait la diff. Donc oui, Sterling est fuyant, il gagne du temps. Mais ça, on l'avait dit dans la preview, Yan allait laisser les 2 premiers rounds. Le deuxième round, très chaud pour Yan d'ailleurs. Vraiment, il passe pas loin de... Bon, il est loin de se faire soumettre, mais il est dans une position très inconfortable. Donc, comme prévu, Yan démarre le troisième avec beaucoup d'agressivité, des coups signifiants. Je me suis dit, ça y est. C'est parti. Mais c'est trop léger, ça dure pas assez longtemps, et Sterling en profite encore pour ralentir la montée en puissance de Petr Yan. Il trouve la faille, il remet ça avec un super travail de ground and pound, après un takedown très efficace. Donc là, on est au troisième round, on se dirige vers le quatrième. Je sais que j'étais en train de chatter avec plein de gens, plein d'auditeurs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit aussi avant fight, et j'étais tout à fait d'accord, pour dire que Yan était sorti de son combat au moment où il a fait les menaces de mort sur Sterling, s'il le croisait avant le combat, etc. Je suis d'accord que sortir de son combat, si tu combats avec de la colère, alors que ton adversaire combat avec du recul, calmement et intelligemment, ça va pas le faire. Et on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Donc, jusque troisième round, vraiment c'était de la colère, quoi. J'ai senti un petit peu Yan se calmer, revenir gentiment dans le quatrième, mais on est loin de ce à quoi on s'attendait. Sterling a su gérer son avance du combat, il a su gérer la distance, il tournait bien autour de l'octogone. L'octogone, il a cette forme-là, autant en profiter, donc il a fait ce qu'il avait à faire. Globalement, il n'y a rien à dire, hein. C'est pas le combat de l'année, hein, mais il a le mérite de le gagner proprement, et mine de rien, il va être dur à bouger, après de réels progrès. Alors, à chaud, j'ai vu 3 rounds pour Sterling, voire 4. Je sais que c'est dur d'entendre ça. Et un seul pour Yan. Un seul vrai round. C'est-à-dire un seul round de certitude. Je vois pas du tout une split decision. J'entends qu'il peut y avoir une split decision. Mais voilà, perso, moi, au plus dur, je vais le noter 3-1 et un round d'égalité, voire 4-1. Là, je suis vraiment dur. Au mieux, je vois un 3-2, mais quand même pour Sterling. Donc cette fois, par contre, on peut féliciter le champion Sterling, et surtout, on ne peut pas le critiquer. On ne peut pas dire que c'est lui qui a volé le combat. C'est pas de sa faute si les juges ont donné la victoire à Sterling. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a gagné. Yan aurait dû tenter plus de finish, il aurait dû prendre plus de risques. Je suis d'accord que peut-être il méritait mieux, mais c'est pas de la faute de Sterling, c'est de la faute des juges. Et là, on peut pas lui enlever cette victoire, donc voilà. Repos mérité pour Sterling, savoure bien tes 8 mois, tes 1 an avec ta ceinture, car beaucoup la veulent. Va falloir la défendre durement. Surtout que y a TJ Dillashaw que je trouve insupportable, qui a brisé la carrière de mon chouchou Cody Garbrandt. Je lui pardonnerai jamais. Voilà, ensuite il y a Rob Font ou Marlon Vera assurément qui vont toquer à la porte, hein. Il y aura pas O'Malley bien sûr, on va pas rêver. Pour Petr Yan, c'est un peu plus compliqué. Je sais qu'il venait de battre le numéro 4 Sandhagen. Donc qu'est-ce qu'on lui donne? Donnez-moi une idée parce que je sais pas. Peut-être Aldo numéro 2, je sais pas. Peut-être une année sabbatique pour revenir affronter Sterling à nouveau, s'il le demande, pourquoi pas. Ça pourrait être accordé dans un an.
Je trouve que c'est pas une option ridicule. Sterling avait besoin de beaucoup de temps pour se réaffûter. Donc pourquoi pas Yan se remettre en cause. Moi je trouve que c'est risqué de dire à la fin du combat, oui je méritais de gagner, nana, parce que ça prouve aussi que il n'a pas vu les lacunes, et il y en avait. Quand tu as 90% de défense de takedown, et que tu t'es mangé 3 takedowns et que tu t'es pas relevé, ça en dit long aussi sur les améliorations de Sterling. Donc faut qu'il prenne ça en compte et qu'il se remette un petit peu en cause aussi, malheureusement. Voilà, on va parler du main event. Donc pour moi le main event c'était une évidence, hein. C'était une question de temps avant que Volkanovski ne trouve la distance. Et après c'était jackpot. Il était dans sa zone de confort. Zombie a joué avec ses armes, donc il a fait ce qu'il avait à faire. Sauf que ses armes sont très limitées. Oui, c'est un combattant spectaculaire, oui on le kiffe, mais là ça faisait un peu trop pour lui. Je me suis posé la question, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que l'UFC conserverait le Korean Zombie s'il y avait d'autres Coréens compétitifs? Eh ben, la réponse, elle fait mal au cœur. Parce que pour l'UFC, c'est un moyen de vendre des pay-per-view en Asie, dans un pays qui est très attaché à son combattant et qui est très attaché aussi à l'UFC. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de se voiler la face. Ce que j'ai vu confirme ce que j'ai exprimé dans la preview. Premier round, tu te fais mettre flash KO, il reste 10 secondes. Et au lieu de reculer et de respirer, non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y retourne. Voilà, il y retourne comme quand il y retourné avec, je me rappelle plus, le Mexicain, Yair Rodriguez. Il a fait exactement la même chose. Alors ça fait du spectacle, hein, le Korean Zombie, on dit toujours, mais là, c'était pas vraiment spectaculaire, c'était juste une boucherie. Ça en dit long sur son style. Il est trop old school pour le MMA moderne, et il est bien adapté au MMA d'il y a 10 ans, quoi. Et encore, c'est vieillissant, hein. Tu le payes cash, quoi. Ça me fait penser à l'époque des Chuck Liddell, des Tito Ortiz, voilà, où il y avait, où c'était la testostérone et l'ego qui te faisait avancer, et ça passe plus aujourd'hui, quoi. Donc j'exagère un peu, j'avoue, mais on est loin du zombie censé avoir été réinventé par Henry Cejudo, dont on avait besoin pour ce genre de combat, quoi. Donc deuxième round, on a un copier-coller du premier round. C'est guère mieux, le game plan n'évolue pas. Troisième round, j'ai trouvé un Coréen plus dans le combat. Alors bizarrement, il était beaucoup plus statique, mais du coup, il partait sur des appuis de loin et il était plus percutant ou vif, je sais pas, peut-être plus puissant aussi. Jusqu'au KO, malheureusement, enfin oui, où il prend un KO et il se fait ground and pound, et ben jusque là, moi je le voyais devant. Et en fait, au même moment où il se fait ground and pound, je vois les stats des frappes signifiantes juste en dessous, affichées par l'UFC, et je vois 37 frappes signifiantes à 13 ou 17, un truc comme ça. Et je me dis, en fait, pas du tout, quoi. C'est Volkanovski qui est largement devant. Donc j'ai été encore matrixé bizarrement par quelques frappes signifiantes qui ont touché. Mais encore une fois, là, Volkanovski était devant. Donc voilà, on voit que les coups de zombie le gênent. Mais voilà, fin de round, il se fait ground and pound, ça l'a achevé, il se relève péniblement, il a du sang sur le visage. C'est pénible de le voir comme ça, franchement, c'est lourd. On se dirige vers un quatrième round, et on sent que la fin approche. L'inter-round est catastrophique. Il se relève avec 10 secondes de retard. L'inter-round, en gros, il lui dure 30 secondes, donc il a une récup de merde. Il a pas de consigne claire, enfin, je parle pas coréen, et puis j'ai pas compris ce qu'il lui dit, mais clairement, c'est le bordel. Donc il arrive dans le quatrième round il se prend donc cet enchaînement d'une rare violence. Moi j'ai cru que la jambe allait péter sur le kick. Ça j'en avais parlé en previews et en privé avec les auditeurs avec qui on pronostiquait sur ce combat. J'ai beaucoup répété que je pensais que Zombie ce soir-là il allait perdre une jambe. Bon bah on n'est pas passé loin. Derrière il enchaîne, hein, le Zombie encaisse plein fouet 2 méchants parpaings. Et là, j'ai retrouvé mon Herbzin, j'ai retrouvé l'arbitre qui me faisait kiffer, c'est-à-dire que j'ai retrouvé un Herbzin qui était animé par le combat. Il a stoppé au bon moment, il a compris le langage du corps, il s'est jeté sur Volkanovski, et Volkanovski clairement il le sentait de toute façon, donc c'était inutile d'aller plus loin. Bien sûr, le Zombie aurait pu continuer, bien sûr que lui, jusqu'à la mort, il est dans la cage, il va se battre, donc c'était inutile sportivement de continuer. On a vu le Zombie, il était dangereux dans le troisième, mais ça n'a pas suffi. Le champion on va dire, il a fait du sale, hein. Vraiment, c'était incroyable. C'est un très bon stoppage. C'est le seul stoppage de la main card, mais ça fait du bien aussi parce que le public était encore dans son main event de cœur
Chimaev versus Burn. On a vu que le public avait du mal à repartir durant les 2 derniers combats. Donc moi, je retiens de ce combat que Volkanovski a eu besoin d'un round quasiment pour évaluer et trouver la distance, pour analyser les patterns du zombie, qui n'étaient pas bien compliqués à ce niveau-là. Une fois en mémoire tampon, c'était terminé. Ça a pris 3 minutes et environ, et après c'était fini. Il a beaucoup changé de garde. Alors le zombie marquait plusieurs fois des temps d'arrêt, il se retrouvait désynchronisé du rythme du jeu de jambes adverse. Et tac, hein, ça a fait kick, jab, bras arrière, gros classique qui passe plusieurs fois. Je vous invite, ceux qui regardent les events plusieurs fois, je vous invite à regarder je sais plus quel round c'est. En fait, on voit Volkanovski qui change 3 ou 4 fois de garde en moins d'1 minute. En fait, il a fait exactement ce qu'a fait Colby Covington contre, je sais plus qui, avant d'affronter Masvidal. Covington a affronté, c'est Kamaru. Et je crois que c'est dans le premier round. Je sais plus si c'est dans le premier round du premier affrontement ou du deuxième, je suis désolé, excusez-moi, je suis fatigué. Mais il change 3 ou 4 fois de garde et il gagne ce round sur cette désynchronisation en fait de timing du jeu de jambes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Volkanovski. Il a fait péter les plombs, hein, voilà. Donc ouais, le zombie était désynchronisé de son rythme de jeu de jambes. Et voilà, et c'est passé plusieurs fois, quoi, hein, vraiment. Après, il y a eu les contres aussi. Les contres de Volky, c'était terrible. Que ce soit côté droit ou côté gauche, Volkanovski était impeccable, c'était imperméable. Donc Zombie reculait plusieurs fois. C'était même pas sur les impacts qui n'étaient pas violents. C'était lui qui s'écrasait sur le point. Le point n'était pas du tout dans sa zone de force maximale, mais ça suffisait à le rendre groggy, en fait. Ça suffisait à le faire reculer de plusieurs pas et c'était juste terrible, en fait, de voir le zombie dans cet état, quoi. Donc voilà, il y a trop de choses, il y a trop d'avance, il y a trop de génie, il y a trop de violence à l'intérieur de ce type. Il est habitué à des combats bien plus extrêmes, donc c'était plutôt une soirée pas tranquille mais croisière pour Volkanovski. Je pense que l'objectif c'était pas prendre trop de risques et de vraiment de le détruire gentiment, le Coréen. Moi perso c'est ce que je pense que j'avais dit un 4e round TKO. Bon on est un peu sur ça. Pour le zombie, je l'ai dit, hein, je l'ai dit aussi dans la preview, je le vois dégringoler. J'ai dit Qatar ça passe pas, Chikadze ça passe pas, il y a Bryce Mitchell, je pense que ça passe pas non plus. Je le vois disparaître du top 10 d'ici 2 combats maximum. Vu qu'il combat à peu près une fois tous les ans, en plus ça va prendre son temps. Je pense qu'il va vraiment disparaître gentiment. Force à lui quand même, parce que là il a pris tarif. Quant à Volkanovski, il a nettoyé, il y a plus rien, hein. Il y a Yair Rodriguez. Il y a la trilogie Holloway, je vois que ça, hein. Il y a Holloway qui peut faire quelque chose. Bon, personnellement, moi je pense pas. Je pense qu'Holloway il est marqué quand même. Je sais qu'il aurait pu avoir la faveur des juges contre Volky les 2 fois, mais on va pas refaire l'histoire. Je pense que c'est quand même compliqué, mais de toute façon, l'un comme l'autre, ils sont tellement loin qu'il n'y a pas énormément d'options. Donc pour moi, l'autre option, c'est Yair Rodriguez. J'espère, pourquoi pas. En plus, il le mérite. C'est justement, quand on parlait de se réinventer, il fait partie des 2-3 combats dans cette catégorie qui a su apporter du neuf quand il a pris le temps nécessaire en fait pour les réajustements. Il me fait penser à Ortega quand il est revenu, je crois que c'était contre le zombie justement, je me souviens plus non plus, faudrait que je check ça. Il y a plein de choses dont je me souviens plus parce que je suis un peu fatigué aussi, donc m'en voulez pas trop. Voilà, ce récap UFC 273 est terminé. On peut dire aussi mention pour Mackenzie Dern qui a bien bataillé, Tecia Torres qui aurait pu. Il y a une split, hein. Moi je voyais pas une split, je voyais Dern quand même bien devant, mais sur la fin, ouais j'ai un peu claqué des genoux. Bon, claqué des genoux, hein. Je m'en fous un peu, mais disons que j'avais pronostiqué Dern. Ah oui d'ailleurs les pronos, on est sur du 3 sur 4 pour la plupart, du 2 sur 4 pour au moins 50% des gens. Il y a un seul 4 sur 4 et c'est un Américain ou un Anglais qui pronostique pour le plaisir à chaque fois. Il s'en fout, il veut même pas participer au podcast, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est le seul qui a fait un 4 sur 4, donc c'est assez incroyable, je vais quand même le féliciter. Donc je sais pas s'il y aura des invités ou pour le podcast UFC 274. Ce que je vous propose, c'est de vous manifester, ceux qui ont envie de participer au podcast analyse et prono UFC 274, s'il vous plaît, manifestez-vous. Voilà, je ne lance pas je tends la perche de cette manière-là. Voilà, donc ceux qui écoutent le podcast jusqu'à la fin et qui ont envie de participer, ils seront invités avec grand plaisir. Voilà. Donc ouais, je disais, il y a mention spéciale donc pour Mackenzie Dern.
Il y a Ian Gary aussi. Voilà, on fait beaucoup de comparaisons avec son compatriote Conor McGregor. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt hein, de lui mettre toute cette pression sur les épaules. Il fait son bonhomme de chemin, il assure. Il a un centre de... Moi, j'ai observé, il y a un truc que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il a un centre de gravité qui est impeccable. Il a une connaissance de son corps qui est incroyable. Et en fait, quand on est à son niveau et qu'on est déjà sur... comment dire, le dimensionnel, la 3D, je sais pas comment on peut appeler ça, le positionnement du corps dans l'espace, en gros, je trouve que c'est un indicateur d'une grande fiabilité. Et il le dispose, il a cet atout-là dans la manche, chose qu'il y a des combattants qui n'auront jamais. Je vous rappelle qu'il y a des grands champions comme Junior Dos Santos qui étaient complètement perdus dans la cage, qui ne savaient même pas quand ils étaient dos à la cage ou qui étaient complètement désorientés. Donc c'est quelque chose dont on parle peu, mais c'est quelque chose qui, quand on l'a, eh ben c'est un atout assez considérable. Voilà. Donc je considère que ce mec c'est une petite pépite, c'est un diamant brut. Il ne manque plus qu'à continuer de l'affiner. Je pense qu'il faut continuer à lui donner des match-up pas favorables, mais bon à sa portée on va dire. Encore 2-3 combats, faut gonfler le palmarès, faut gonfler la confiance, faut continuer à le voir évoluer. Et je pense qu'on va en faire un vrai contender. Ça va être vraiment une petite tuerie. Là, c'est un petit peu tôt, donc on va voir. Voilà, il y avait aussi big up à Oleinik, encore une soumission. Ce mec est incroyable, c'est la folie. Je vais pas revenir en détail sur tous les combats et tout. Je suis un peu fatigué. Il y avait qui encore? Il y avait mon gars. Je l'avais mis dans les prospects des Madsen, là, le danois. Je l'avais mis dans le futur des lightweight. Bon alors la victoire a pas été, on va dire, florissante, mais moi j'ai vu une blessure à la cheville gauche dans le deuxième, et c'est pour ça, je pense qu'il s'est jeté en lutte, en grappling dans le troisième, parce qu'en fait je le voyais très bien jusqu'à sa blessure à la cheville. Je sais pas s'il y en a qui ont envie de revoir, je pense pas qu'il y en a qui ont envie de revoir ce combat parce qu'il n'était pas non plus des plus ouf, mais je vous invite, voilà, pour ceux qui sont vraiment passionnés, je vous invite à revoir le deuxième round. Vers le moitié de deuxième round, on le voit qui se blesse à la cheville sur un mouvement de jambe arrière, un peu comme McGregor quand il s'est pété la cheville contre Poirier. Mais bon là, c'est un peu minime. Je pense que c'est une entorse et que à chaud sur le coup ça a dû passer, mais que à l'inter-round ça a dû le faire souffrir. Et je pense que c'est pour ça qu'il est parti en grappling en troisième round. Voilà, bon je me répète, je vais pas commencer à me répéter comme un vieux gars fatigué. Je vais aller prendre un petit café. Je vous invite à faire de même. Je vous dis à la prochaine. J'ai vraiment kiffé moi cet event. C'était vraiment cool. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Mercredi, vraiment soyez au rendez-vous. Mercredi 7h du matin, une bête d'interview qui sort. Alors là vraiment, je vous demande la force et le soutien parce que c'est un super gars. Il est incroyable, il mérite toute la force et tout le soutien et le respect vraiment parce que c'était une interview, c'était vraiment la folie. Humainement, on a vraiment échangé sur des choses qui sont vraiment cool. Donc ne ratez pas cette interview, je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je vous dis, c'est que ce mec est signé au Brave et qu'il est sur 10 victoires et une défaite. Et j'en ai déjà trop dit, j'en ai déjà trop dit, je le sais, je le sens. Voilà les gars, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des gros bisous et à bientôt.